Et donc, moi, le thème que je vous propose, c'est comment se rebeller. Comment se rebeller quand c'est presque impossible. Enfin, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est rebelle, parce que là, vous avez potentiellement deux réactions. Soit vous mettez en retrait, vous dites rebelle, pourquoi donc, il y a deux sens au mot rebelle. Il y a le rebelle contre et le rebelle pour. Et donc, pour moi, le rebelle, c'est quelqu'un qui remet en cause le statu quo pour faire mieux et plus vite. C'est quelqu'un qui vit l'échec comme temporaire et salvateur, parce qu'effectivement, on dit qu'on apprend de nos échecs, mais si on prend souvent le bouillon et souvent des échecs, là, ça devient un peu compliqué pour le moral et la confiance en soi. Et le rebelle, c'est quelqu'un qui progresse sur ses points forts et qui aide les autres à faire de même. C'est important parce que on a un biais culturel, on va parler dans les minutes qui suivent des différents biais qu'on a. On a un biais culturel français qui est de s'intéresser à nos défauts et à ce sur quoi on voudrait progresser. C'est louable, mais il ne faut jamais oublier qu'on fait des choses très très bien. Donc, un rebelle, c'est quelqu'un qui identifie ses points forts et progresse sur ses points forts et aide les autres à faire de même. Alors, tout ça, c'est des concepts, c'est bien gentil, mais l'idée, c'est qu'on partage des choses très concrètes pour que demain, ça vous serve. Alors, un rebelle qui me semble illustrer le rebelle constructif, le rebelle pour, Picasso, et cette citation résume bien la posture du rebelle, c'est apprendre les règles, parce qu'un rebelle, c'est quelqu'un qui a un cadre, qui définit un cadre de travail, et qui les apprend pour pouvoir les briser en tant qu'artiste. Alors, rebelle, concrètement, ça veut dire quoi? Je pourrais vous en parler pendant 3 jours, puisqu'on a un programme de formation, mais ce n'est pas l'objet d'en parler, qui s'appelle le Rebel Management. Et pour moi, le rebelle, c'est 3 talents, 3 compétences. La première compétence, ça va nous envoyer à quelqu'un. La première compétence, ça renvoie à la nouveauté. La nouveauté, ça veut dire quoi? La nouveauté, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui recherche le défi et qui est confortable avec l'inconfort. C'est une notion sur laquelle je vais m'arrêter 30 secondes parce que trop souvent, dans nos organisations, on nous demande de sortir de nos zones de confort et en fin de compte, on dit j'aimerais ne pas être dans l'inconfort, je n'aimerais pas avoir de stress. Non, en fin de compte, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un rebelle, c'est quelqu'un qui se dit que s'il veut progresser, il doit sortir de sa zone de confort et sortir de sa zone de confort, il ne faut jamais oublier que c'est être inconfortable. Donc le sujet, c'est comment je suis de plus en plus confortable avec l'inconfort. Ou formulé sous forme de question, c'est comment garder la porte ouverte à l'inattendu. Et pour ça, je vais vous illustrer ça avec un exemple concret. Alors, ce n'est pas une question facile. Autant les deux premières étaient faciles. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Alors, si vous avez suivi je vous donne des pistes, en fin d'année dernière, c'est quelqu'un qui a Sur le chat, bravo, on dit bravo. Mike Horn. Hein. Alors là, j'ai des gens extrêmement forts. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Donc, vous avez suivi. Alors, il ne faut pas que je touche. J'arrive. Hop. J'arrive plus à bouger. C'est pas grave. Partager. Ça va revenir. Non. Alors, j'arrête le partage. Je reviens. Rassurez-vous. Donc, effectivement, c'était Mike Horn. Alors, Mike Horn, tout le monde, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Mike Horn, c'est un explorateur qui a fait. Alors, non, ça marche plus. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. C'est dommage. C'est dommage. Mettre le partage en pause. Non, je ne veux pas le mettre en pause. Je suis désolé. Hein. C'est bon, Fred, tu arrives? Ouais, j'essaye, c'est dommage. Sinon, je vais continuer sans. A priori, c'est bon. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, donc effectivement, c'est Mike Horn, vous l'avez reconnu. Donc Mike Horn, c'est 15 tours du monde à la voile, 3 à pied. Il a exploré, donc c'est un explorateur écolo. Et surtout, pourquoi je me suis intéressé à lui? Parce qu'il ne nous a pas échappé qu'entre septembre et décembre 2019, il a passé 87 jours dans l'Arctique. Et donc, il y a des vidéos, notamment une vidéo de 9 minutes qui circule sur YouTube. Et en fin de compte, c'est un type, quand vous lui posez la question, mais pourquoi vous faites ça, Mike Horn? Et il vous répond, alors là, il est souri, mais c'est quand même un type assez, c'est comme les Américains, ils disent, c'est un tough cookie, c'est un type
plutôt rude. Quand on lui demande, mais pourquoi vous faites ça? Il répond 30 000. Donc là, les journalistes, ils ont l'habitude, hein, mais la première fois, 30 000. Alors, qu'est-ce que vous entendez là, monsieur Horn, par 30 000? 30 000. 30 000 jours. 30 000 jours, c'est le nombre de jours qu'en moyenne, un homme occidental passe sur Terre. Faites rapidement le calcul, hein, c'est à peu près 80 ans. Et ce que dit Mike Horn, il dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie que de rester les fesses assises sur son canapé à regarder des séries alors qu'il faut explorer le monde? Et en fin de compte, ce qu'il illustre par cette profession de foi, c'est que un talent, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, qui se lance des défis. Et en fin de compte, très clairement, dans l'expérience de Mike Horn, ça améliore ses chances de survie et ça nous rend attentifs à ce qui nous entoure et aux autres. Notamment, allez voir cette vidéo où il explique que la biodiversité en a pris un sacré coup et le réchauffement climatique, il l'a vraiment vécu parce qu'il est tombé plusieurs fois dans l'eau et il a failli mourir tout simplement parce que les pôles sont en train de se réchauffer. Alors pourquoi cette idée elle est importante? Pourquoi c'est important d'aimer la nouveauté? Parce que ça développe nos talents d'improvisation. La première fois qu'on sort de sa zone de confort, c'est très inconfortable. Mais la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'une expédition à la Mike Horn, c'est confortable, 87 jours. Mais ce que je veux dire, c'est plus vous acceptez l'idée de l'inconfort comme une compétence clé d'un talent rebelle, plus en fin de compte, vous vous habituez et en fin de compte, vous avez des talents d'improvisation, vous devenez, entre guillemets, plastique. Et le plus important, bien évidemment, ça vous rend meilleur dans ce que vous aimez faire. Parce que faut bien avoir en tête que la nouveauté, ça augmente notre satisfaction au travail, notre créativité et notre performance globale. Mais pour qu'une expérience soit passionnante, il faut bien avoir en tête que ça doit être difficile. La nouveauté doit s'accompagner de la difficulté. C'est ce qu'appellent les psys l'auto-expansion. S'il n'y a pas de logique d'auto-expansion, c'est-à-dire que, en fin de compte, il vous manquera quelque chose. La nouveauté sans une difficulté, sans l'impression de gravir des steps, c'est quelque chose qui diminuera, Isabelle en parlait tout à l'heure, la motivation intrinsèque. Alors bien évidemment, si c'était facile d'être rebelle et de se lancer des défis, on a un ennemi. Enfin, en vrai, on en a plein. On en a plusieurs, mais pris par le temps, je vais vous en proposer qu'un, c'est le biais de statu quo, les biais cognitifs. Le biais de statu quo, c'est très simple, c'est qu'il est plus facile de ne pas décider que de décider. Par exemple, c'est pourquoi, en fin de compte, il y a des millions de voitures blanches, parce que par défaut, on prend la couleur blanche. Donc ça, alors, ça c'était le premier talent rebelle, la nouveauté, mais je me suis dit, mais concrètement, on fait quoi demain matin? Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le bon moment. C'est le premier pas. C'est quoi le bon moment pour tout reposer, tout mettre à plat? Et donc, faire en fin de compte, passer au screen, en fin de compte, ce que vous faites. Et donc, moi, je vous propose un outil simple que certains d'entre vous connaissent, qu'on utilise dans le cadre d'une démarche qui s'appelle le Brain Trust, qu'ils utilisent chez Pixar. En fin de compte, vous prenez un crayon à papier, vous dans 4 cases, sur 2 axes, vous les voyez à l'écran, j'aime, j'aime pas, ça marche, ça marche pas. Qu'est-ce que je garde? J'aime et ça fonctionne, je le garde. Qu'est-ce que j'aime pas et que ça fonctionne? À évaluer. Qu'est-ce que j'en fais? Ça fonctionne pas et j'aime, à améliorer. Et ça fonctionne pas et j'aime pas, il est temps d'arrêter et d'éliminer. Deuxième talent, la curiosité. Alors la curiosité, c'est tout simplement retrouver notre âme d'enfant et poser des questions qui commencent par pourquoi et si. Pourquoi et si. Alors, le problème, c'est que sur la curiosité, on n'est pas tous égaux face à la curiosité. En fin de compte, ça dépend de votre état d'esprit. Et on n'a pas tous le même état d'esprit. Il y a une sorte de… C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est de l'inné, mais c'est pas facile à changer. On a un logiciel par défaut qui fait que soit on a un état d'esprit à la McEnroe, soit on a un état d'esprit à la Tiger Woods. Alors, c'est quoi la différence? Bien évidemment, il va échapper à personne que c'était 2 grands champions, qu'ils ont réussi dans leur sport. Mais en fin de compte, McEnroe, c'est l'illustration d'un état d'esprit fixe. Fixe, c'est-à-dire que vous avez tendance à éviter les difficultés quand vous voyez que vous pouvez échouer. C'est typiquement, allez voir les vidéos, il y en a qui circulent quand j'ai préparé cette intervention sur YouTube. Rappelez-vous, McEnroe à Wimbledon, qui disait à l'arbitre « Are you serious? Are you serious ?» Donc, en fin de compte, c'était jamais de sa faute, c'était la faute de l'arbitre. Mais quoi qu'il en soit, entendons-nous bien, c'est un grand champion.
Si vous suivez un peu la carrière de McEnroe, post-tennis, vous vous rendez compte qu'il adore la musique. Il adore la musique. Et donc, c'est un très, très bon musicien professionnel. Et il se trouve qu'il adore la musique country. Et il est copain avec, alors je ne suis pas très fort en country, avec un pont de la musique country. Il achète la même guitare que lui, parce que son copain lui conseille d'acheter cette guitare. McEnroe essaye de jouer aussi bien que ce copain. Et il n'y arrive pas et il bousille sa guitare de plusieurs milliers de dollars. Parce que c'est insupportable pour lui. Donc, c'est un état d'esprit fixe. Tiger Woods, qui est connu pour plusieurs de ses exploits, mais restons sur les exploits sportifs. Tiger Woods, c'est un état d'esprit de développement. C'est-à-dire que Tiger Woods, au début de sa carrière, il gagne 8 tournois de Grand Chelem et il décide de changer son swing parce qu'il considérait qu'il devait s'améliorer. Bien évidemment, pendant plusieurs mois, voire plus d'une année, il gagne aucun tournoi et il revient plus fort et gagne le tournoi. Donc ça, c'est typiquement un état d'esprit de développement ou flexible. Et pour ça, un petit quiz rapide. Donc, 4 questions. Je les affiche et je vous les dis. Première question. Vous êtes comme vous êtes et rien de personne ne pourra vraiment vous changer. Enfin, c'est plus des questions, c'est des affirmations. Deuxième affirmation. Peu importe qui vous êtes, vous avez toujours la possibilité de changer vraiment. Troisième affirmation. Vous pouvez changer votre manière d'agir, mais les principales composantes de votre personnalité ne peuvent pas être changées. Quatrième affirmation. Vous pouvez toujours changer les composantes fondamentales de personnalité. Ces affirmations marchent par paires. Donc, je voudrais que vous répondiez sur le live chat. Quelles sont les paires? Est-ce que vous répondez 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 3, 4? Allez, c'est à vous de jouer. Je vous laisse répondre. Et Ludo, je ne toucherai pas le chat parce que chaque fois que je le touche, ça me plante ma fraise. Donc, je te laisse me le partager, ouvrir ton micro. Ok, pas de souci, ça marche. C'est gentil, merci. Alors, qu'est-ce que tu as comme binôme alors? Il y a 1-2, il y a 2-4, il y a 2-3. Il y a Patrick qui disait 1-2, Caroline qui dit 2-4, 2-4 pour Théodore. D'accord. 2-4 pour Alfred, 1-3 pour D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, alors si vous êtes d'accord sur les propositions 1-3, c'est-à-dire que vous avez plutôt un état d'esprit fixe. Si vous êtes d'accord sur les propositions 2-4, bah, vous avez plutôt un état d'esprit de développement. Et si vous êtes d'accord les propositions 1 et 2, bah, écoutez, là, il faut qu'on discute, qu'on parle un peu. Vous n'êtes pas au clair sur forcément un certain nombre de choses. Moi, je plaisante. Donc, c'est que vous hésitez, tout simplement. Voilà. En rouge, état d'esprit fixe. En bleu, en vert, pardon, état d'esprit de développement. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'être curieux? Bah, tout simplement, la curiosité, c'est un bouclier, une protection, une arme. En fin de compte, la curiosité, elle réduit nos certitudes. Et parce qu'on est très questionnant, on est très ouvert aux interactions des autres. Alors, je ne dis pas que les gens nous aident en permanence, mais quand il y a des interactions stressantes et agressives, on réagit mieux, tout simplement. Et puis, bien évidemment, ça ne vous a pas échappé que des gens qui vous posent des questions, qui s'intéressent à vous, ça crée davantage de liens sociaux et ça favorise l'intimité plutôt que des gens qui vous parlent dans un cocktail de me, myself. Parce qu'au bout d'un moment, vous dites, bah, écoutez, je vais chercher un verre au bar et en fin de compte, vous revenez jamais et vous ne retournez pas le voir. Parce que des gars autocentrés, c'est quand même assez fatigant. Alors, le problème, c'est qu'on a un ennemi. On a un ennemi, la curiosité. Alors là-dessus, je vais répondre à la question parce que le temps tourne et je ne voudrais pas mettre en retard tout le monde. La durée d'attention d'un poisson rouge. Quelle est la durée d'attention d'un poisson rouge? Si vous avez lu le bouquin de Bruno Patino, qui est sorti il y a 1 an, vous savez que la réponse est 8 secondes. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la durée d'attention d'un millénial? Eh ben, ce n'est pas tellement plus, c'est 9 secondes. Et ça nous renvoie à notre, vous l'avez reconnu, Dark Vador, notre ennemi sur la curiosité. Et là, je ne vais pas faire des amis, c'est les GAFA. Les GAFA. Je fais court. Tapez Persuasive Lab sur Google. Pas maintenant, hein, parce que sinon, je vais vous perdre. Mais après, tapez Persuasive Lab sur Google. En 1997, les GAFA ont financé des shares sur, en fin de compte, comme son nom l'indique, laboratoire de la persuasion. C'est comment faire tout simplement pour que nous soyons addicts et manipulés à la technologie. Alors, rassurez-vous, enfin, entre guillemets, si je peux vous rassurer, ils se sont rattrapés depuis, puisqu'ils ont créé en 2009 le Peace Innovation Lab. Mais quoi qu'il en soit, ce qui limite notre curiosité, c'est qu'en fin de compte,
on a un choix beaucoup trop grand. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Paul Valéry, hein, qui disait j'ai beau tout faire, j'ai beau tout faire, tout m'intéresse. Donc, la difficulté de la curiosité, c'est vraiment le fait que les applications sont conçues de telle façon qu'on a un champ assez restreint. Je ne sais pas ce que vous avez fait à titre personnel. Je partage une anecdote au début du confinement, mais le deuxième jour, j'ai décidé de désinstaller et je n'ai pas ouvert mon compte Twitter, puisqu'en fin de compte, je trouvais qu'il y avait un certain nombre d'informations qui n'avaient pas une grande utilité, qui étaient très anxiogènes. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Le premier pas, moi, je vous propose trois questions. Trois questions pour développer votre curiosité. Est-ce que vous avez tendance à penser comme un soldat, défendre, attaquer, gagner, perdre, ou comme un scout, c'est-à-dire explorer et découvrir? Question qui renvoie aux stoïciens. Est-ce que vous préférez plutôt avoir raison ou plutôt être heureux? Ou considérez-vous comme une surprise agréable de découvrir ce que vous vous trouvez? Question simple pour développer votre curiosité. Troisième talent, le rebelle est authentique. Alors là, en fin de compte, le rebelle authentique, il y a plusieurs éléments concrets qui matérialisent l'authenticité rebelle. J'en ai retenu qu'un. C'est le courage et la vulnérabilité et en même temps. Et bien évidemment, l'idée, c'est d'être authentique 365 jours par an. J'aurais pu vous parler des valeurs, mais je n'ai pas le temps, donc je ne vous en parle pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette photo d'époque. Moi, je me suis intéressé parce que, permettez-moi de partager une histoire personnelle avec vous. Ma fille est journaliste en Angleterre au Daily Mail. Et donc, elle n'a pas voulu rentrer. Et donc, j'ai des rituels tous les jours avec elle, en Zoom. Et puis, elle m'a dit, papa, est-ce que tu connais l'histoire de Tom Moore? J'ai dit, non, je ne connais pas l'histoire de Tom Moore. Il me dit, c'est un truc incroyable. Tom Moore, c'est ça. En fin de compte, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle illustre? Je vous juste restituer le contexte. Il a lancé un crowdfunding pour récupérer 1000 livres. 1000 livres. En une journée, il avait récupéré 70 000 livres. Et donc, il y a plein de vidéos très sympas. Je n'ai pas le temps de vous les partager, mais une de la BBC où c'est un modèle, en fin de compte, d'optimisme, ce papy de 100 ans. Une de ses phrases favorites, c'est Tomorrow will be much better than today. Tomorrow will be much better than today. Donc, alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est qu'elle révèle le talent rebelle qui est le courage et la vulnérabilité. Le courage, le vrai courage, c'est le courage peut-être pour les autres, c'est pas le courage individualiste, enfin, c'est pas que ça. C'est typiquement l'initiative qu'on partage aujourd'hui, c'est un courage pour les autres. Et c'est quelqu'un de vulnérable, parce qu'on ne sait pas s'il va y arriver, il s'est préparé. Et donc, en fin de compte, pourquoi je fais ce lien-là entre le courage, la vulnérabilité et l'authenticité? Parce qu'en fin de compte, ce qui fait qu'on perçoit quelqu'un comme authentique, c'est pas qu'il est courageux, qu'il est fort tout le temps. Parce que franchement, quelqu'un qui serait fort 100 jours, 100% du temps, 365 jours par an, je sais pas vous, mais moi je trouverais ça quand même suspect. Et en fin de compte, les imperfections, c'est en fin de compte qui sont une marque d'authenticité, d'une vérité. Et d'ailleurs, les Japonais, ils ont un mot pour ça. C'est un mot qui s'appelle wabi-sabi. C'est un mot pour célébrer le charme discret des choses de travers. Et donc, en fin de compte, l'authenticité,
le courage et la vulnérabilité, ça renvoie à une citation que je partage avec vous de Sun Tse qui dit je pense donc je doute, je crois donc j'agis. Donc toute la difficulté, c'est de respecter un fragile équilibre entre ces deux pôles, ce yin et ce yang. Alors notre ennemi pour être authentique, c'est qu'on a tendance, on a un biais. On a un nouveau biais, le biais de surestime de soi. C'est-à-dire que systématiquement, je demande aux gens, est-ce que vous pensez que vous faites partie de 50% des meilleurs conducteurs en France? C'est 50% des meilleurs conducteurs en France. J'ai généralement 90% des gens qui font partie des 50% des meilleurs conducteurs. Donc, c'est un biais, c'est comme ça, c'est le biais de surestime de soi. Alors, comment on fait pour, en fin de compte, éradiquer ce biais? Comment on fait pour être courageux et accepter la vulnérabilité? Il faut identifier les 9. Alors là aussi, je n'ai pas le temps de partager avec vous, mais sachez qu'il y a 9 démons dans les organisations qui nous empêchent d'être courageux. Je peux vous en citer quelques-uns. C'est les conversations honnêtes et les feedbacks. C'est les gens ont peur de faire des erreurs. C'est le fait qu'on recherche la perfection. Alors que vous savez très bien, c'est une citation, des quotes de Facebook, Done is better than perfect. Donc il y en a 9. Donc l'idée, c'est de les mettre sur la table et se dire où est-ce qu'on en est par rapport à ces 9 démons. Donc j'en ai fini et on va terminer par la métaphore de la grenouille, mais juste si vous avez loupé tout le début, vous arrivez que maintenant, ça peut arriver, les 3 talents du rebelle. 1, la nouveauté, c'est-à-dire l'accepter l'inconfort et sortir de la routine, combattre la routine. 2, c'est la curiosité et la soif d'apprendre tous les jours. Ça, c'est les questions d'enfants qu'on oublie de poser à partir de 4 ans. Pourquoi? Et si? Et l'authenticité, c'est être courageux et vulnérable à la fois. Donc, on termine par la grenouille. Très simple. Alors là aussi, Ludo, je vais te demander ton aide, puisque je vais poser une question d'une simplicité biblique et la réponse va l'être tout autant. Je vous laisse le faire sur le chat. Attention, ça va aller très vite. Et je vous demande de répondre. Vous n'avez pas 36 possibilités, vous allez voir. 5 grenouilles. 5 grenouilles sont assises sur une grande feuille de nénuphar. 5 grenouilles sont assises sur une grande feuille de nénuphar. Une décide de sauter. Une décide de sauter, de quitter le nénuphar. Combien reste-t-il de grenouilles sur le nénuphar? À vous de jouer. Et pas de réponse, ça dépend. Non, ça dépend de rien du tout. Non, mais on l'a déjà fait. Non, je veux un résultat quantitatif. Alors, il y a 0, 5, 5. 0 de la part de Caroline, 5 de la part de Patrick, 5 de Théodore. D'accord. Attends, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de 4? Pour l'instant, il n'y a pas de 4. Ah, attends, je vais encore attendre. J'aurais répondu 4, pour être franc. Moi aussi. Ah, Olivier répond 4. Alfred aussi 4. Et on sent qu'il y a un piège, Fred, quand même. Mais oui, en fin de compte, vous êtes vachement malins tous, parce qu'en fin de compte, ça c'est intéressant. En présentiel, j'ai une majorité de réponses de 4. Et là, en distanciel, vous dites, il y a un piège. Oui, bien sûr qu'il y a un piège. Alors, ceux qui ont répondu 0, alors ils peuvent commenter, mais généralement, les réponses que j'ai, c'est une réponse issue, on va dire, du cartésianisme. C'est-à-dire que il reste 0 parce que celle qui a sauté a fait bouger la feuille de nénuphar, ils sont tous tombés dans l'eau. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez. C'est pas mal. Après, il y a ceux qui me répondent, et la bonne réponse, c'est 5. Il y a ceux qui me répondent 5. Alors là, une fois sur deux, comme quand on était en maths en terminale, j'ai la bonne réponse, mais l'argumentaire, la raison est plutôt foireuse. Donc, je ne vous demanderai pas si votre raison est foireuse. On va considérer que c'est la bonne réponse. La bonne raison, c'est quoi? C'est que si vous avez bien écouté ma consigne, je vais la redire. 5 grenouilles sont assises sur une grande feuille de nénuphar. Une décide de quitter le nénuphar, une décide de sauter. Combien reste-t-il? Je répète, une décide de sauter. Je répète, une décide de sauter. Je répète. C'est bon? Décider. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une différence entre décider et le faire. Trop souvent, dans nos organisations, on décide de faire. Maintenant, il ne s'agit pas de se décider, il s'agit de faire les choses. Un long voyage commence par un premier pas. C'est à vous de jouer. Je vous remercie pour votre attention.